administratif, c'est extrêmement inspirant pour nous tous. Voilà, on avait abordé le sujet des entreprises à mission lors de notre dernière journée au 104 chez Tanguy, et encore merci pour votre accueil d'ailleurs, by the way. C'est un vrai sujet pour nous, pour faire reconnaître nos démarches entrepreneuriales sur un plan qui est lisible au niveau des administrations et de la société en général. Pour l'instant, on fait nos affaires dans nos petits coins et il nous faut une certaine reconnaissance parce que nos démarches sont structurellement avec un objectif quand même patrimonial, pas dans le sens s'enrichir, mais dans le sens de sauvegarder le patrimoine. On avait abordé donc le sujet des entreprises à mission. Et on avait, lors de cet échange, un tout petit peu abordé le volet qui est donc ESS, entreprise sociale et solidaire. Les deux ont leurs spécificités, leurs fonctionnalités, leurs impacts aussi, leurs impératifs. Donc on va voir ça. Et donc on s'est dit qu'une conférence inspirante un peu plus poussée dans ce domaine-là serait judicieuse avec des experts. Et donc nous avons la joie et le plaisir d'accueillir Géraldine Gofo-Kaibo et également Véronique Magnier, qui sont toutes les deux professeurs de droit privé et qui, grâce à Armel, nous font l'honneur de leur présence. C'est très gentil de nous accorder un petit peu de temps. Et en gros, le principe, c'était donc de présenter une vision plutôt un petit peu théorique et après, tout de suite, de rentrer dans façon un peu plus opérationnelle sur les impacts que ça a sur nos activités, sachant que nous avons comme particularité d'avoir quand même différentes structures. Certains sont à 100% en nom propre, d'autres ont des vraies structures d'exploitation, d'autres ce sont des SCI. Donc effectivement, il y a à chaque fois, en fonction de ces caractéristiques, ça a des impacts différents. Donc bref, je laisse les experts prendre le relais, parce que là-dessus, c'est loin d'être mon expertise, mais on apprend tous les jours, n'est-ce pas? Donc merci pour votre temps, merci de nous accorder un peu de vos compétences, on en a grandement besoin sur tous les plans. Et donc, je vous laisse la parole. Merci. Ah, votre micro. Bof, bof. Moi, en tout cas. Là, on entend, mais c'est... Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Merci à Thibaut pour sa présentation. On a pu déjà travailler un petit peu ensemble et on va vous faire une présentation. Alors, avant d'entamer cette présentation théorique qui est nécessaire, mais on va essayer de la rendre la plus agréable possible. Je me présente, je m'appelle donc Géraldine Gofo, je suis professeure de droit privé à l'Université d'Orléans et je co-dirige deux masters, un master de marché de l'art à l'École du Louvre et un master de droit du patrimoine culturel à Sceaux, qui travaille sur ces questions de patrimoine culturel et de monuments historiques. Et puis, je suis également engagée dans un projet qui est dirigé par Véronique Magnier, un projet international sur ces questions de l'ESS, puisque je suis aussi commercialiste et j'ai pu à plusieurs reprises travailler avec la demeure historique sur un certain nombre de projets et notamment un projet sur la transmission des monuments historiques dont vous allez entendre parler dans les prochains mois. Je laisse Véronique se présenter. Merci Géraldine, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous rencontrer ce matin. Alors comme Géraldine, je suis professeure de droit privé, je suis professeure à l'Université Paris-Saclay. Pour ma part, je dirige deux masters professionnels, donc à dominante professionnelle, un master droit des affaires relativement classique mais axé sur les marchés financiers et un master entrepreneuriat, droit et digital, donc axé sur l'entrepreneuriat et tout ce qui est nouvelles techniques. Par ailleurs, dans le cadre de ma recherche, effectivement, on mène un certain nombre de recherches autour du droit de l'entreprise. Et aujourd'hui, on mène avec Géraldine et une équipe d'une quinzaine de personnes un travail au niveau européen sur l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre de nos missions, on accompagne aussi les entreprises, que ce soit les grandes entreprises, puisqu'on a participé à l'Institut français des administrateurs, donc côté plutôt grandes entreprises du CAC 40, mais on accompagne aussi sur tout ce qui est loi Pacte et loi Sapin 2, compliance, alerte, et bien sûr, raison d'être et société à mission, les entreprises, et plutôt donc
de format plus, je dirais, réduit, comme les PME, voire les ETI, voire les startups. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous faire cette présentation. J'insiste sur le fait que peut-être plus que l'aspect administratif, ce qui va vous être présenté aujourd'hui, et encore une fois dans un cadre d'accompagnement de l'entreprise, des entreprises que vous avez, SCI, SARL ou SAS, c'est plutôt de vous proposer les outils juridiques de valorisation de votre entreprise. Donc, il y a bien sûr un aspect administratif, mais je pense que l'idée, c'est d'alléger l'administratif au profit de la valorisation et de la communication de ce que vous faites. Et donc, on vous propose des outils juridiques, des boîtes à outils juridiques. Et bien sûr, dans ce cadre, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, ce qui convient le mieux à votre projet. Et c'est pourquoi on a aussi souhaité mettre en place des cas pratiques pour que ce soit adapté à chacune de vos structures. Excusez-moi d'intervenir, il y a un écho. Je crois comprendre que vous êtes côte à côte, en fait, toutes les deux. Alors, voilà, c'est pour ça. Parce que si vos deux micros sont ouverts en même temps, du coup, ça crée un écho chez nous et ça, on vous entend, mais c'est plus fatigant. Merci. Voilà, normalement, maintenant, vous m'entendez sans écho? Parfait. C'est impeccable, merci. Ok, très bien. Est-ce que tu peux couper ton son parce que sinon je m'entends en écho? Alors, on va commencer cette présentation avec un cadre législatif et réglementaire avant d'aborder les aspects de cas d'espèce. On a établi ces quelques slides après avoir eu une conversation avec Thibault Lemarié justement pour essayer de répondre, de vous donner les éléments théoriques nécessaires pour réfléchir ensuite aux cas qui nous ont semblé les plus importants, les plus classiques. On verra que ces cas, on va les construire évidemment avec vous. Alors, sur ce cadre législatif et réglementaire, je commencerai par la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, qui n'est pas si récente que ça fait 8 ans maintenant, mais c'est vrai que c'est un modèle qui est assez particulier, comme on va le voir, et qui n'est pas forcément très adapté aux demeures historiques ou qu'elles soient monuments historiques ou pas. D'ailleurs, on a une loi qui définit l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre et de développement économique avec 3 conditions qui sont cumulatives. D'abord, un but poursuivi autre que le partage des bénéfices, une gouvernance démocratique et une gestion conforme à certains principes, et notamment le fait que les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise. Alors jusqu'ici, pas de difficulté particulière et on pourrait penser que c'est un modèle adapté aux monuments. Il se trouve que ça n'est pas forcément le cas, on va le voir. Alors pour les types de structures, pas de difficulté particulière là non plus. Ça peut être des sociétés civiles ou des sociétés commerciales, toute personne morale de droit privé d'ailleurs. On peut imaginer aussi des fondations ou des associations qui peuvent parfois être des modèles d'exploitation de l'activité, et également des sociétés commerciales à partir du moment où elles ont une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi. Alors, précisément, cette utilité sociale au titre de l'article 2 de la loi, elle est définie de manière assez restreinte. Il faut remplir au moins une des 4 conditions suivantes et il est vrai que cela correspond relativement peu aux projets généralement qui sont développés dans les monuments. Alors, j'ai dans ces éléments-là noté que peut-être dans le cadre du deuxièmement sur le renforcement de la cohésion territoriale, on pouvait peut-être imaginer certaines activités, ou encore lorsque l'activité avait pour objectif de concourir à la promotion culturelle, sachant que s'il s'agit de promotion culturelle, il faut que l'activité contribue également à produire un impact, soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarité territoriale, soit par la participation à l'éducation, à la citoyenneté. Ce qui veut dire que la promotion culturelle est envisagée ici de manière extrêmement restreinte, me semble-t-il, par rapport à bon nombre d'activités qui sont réalisées dans les monuments.
Il y a, pour être entreprise de l'ESS, il faut obtenir un agrément qui est délivré par la Directe, et c'est le Code du travail qui définit comment est donné cet agrément, avec toujours cette référence à la recherche de l'utilité sociale qui est essentielle. Il faut que la charge induite par l'objectif d'utilité sociale ait un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise, une politique de rémunération particulière qui doit être intégrée dans les statuts, et le fait que les titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé, ce qui ne soulève pas là de difficultés particulières pour les structures dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment cette question d'utilité sociale telle qu'elle est définie aujourd'hui par la loi qui rend, à mon sens, ce modèle peu utile. Ceci étant, puisque Armelle nous autorise à rêver parfois, s'il s'agit uniquement de cette définition de l'utilité sociale, pourquoi pas peut-être un jour que le législateur définira autrement cette utilité sociale, et de ce fait-là, il inclura un certain nombre de missions liées à la promotion du patrimoine culturel par le biais des monuments, et auquel cas, ce modèle pourra devenir en tout cas un modèle utile pour les entreprises qui gèrent vos monuments. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette entreprise sociale et solidaire pour finalement l'écarter assez rapidement. Je laisse la parole à Véronique sur la loi Pacte. Alors, effectivement, on a souhaité élargir le panorama avec d'autres outils, peut-être plus prometteurs pour vous. Est-ce que l'une d'entre vous peut couper son micro, s'il vous plaît? On l'entend en écho, là, si ça ne vous dérange pas. Excusez-moi. Donc, un cadre légal plus prometteur pour vous avec cette nouvelle loi, la loi Pacte, donc relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui a été publiée en 2019, pour laquelle on a un peu de recul, et vous allez voir que les outils sont beaucoup plus flexibles. Il n'y a pas besoin d'agrément, il n'y a pas besoin de rentrer dans des cadres trop stricts, et il peut être intéressant pour vous de vous intéresser à ce dispositif qui est en fait un triple dispositif. Effectivement, il y a 3 niveaux dans la loi Pacte, un obligatoire, un intermédiaire et un totalement optionnel. L'obligatoire, donc pour toute société, quelle qu'elle soit, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa structure, il faut désormais que l'intérêt social de la société, donc de votre entreprise, prenne en considération les enjeux sociaux et environnementaux de sa gestion. C'est-à-dire que tout impact de l'activité doit aujourd'hui passer par les fourches codines des enjeux sociaux et environnementaux. Alors, ce n'est pas particulièrement engageant aujourd'hui, c'est simplement de prendre en considération un intérêt social élargi. Il me semble que votre activité, préserver le patrimoine, participe par nature de ce type d'enjeu. Deuxième niveau, qui est peut-être le plus complexe à mon avis, c'est la possibilité d'inscrire dans vos statuts sociaux, qu'ils soient commerciaux ou civils, une raison d'être. Nous reviendrons sur la définition de la raison d'être. La difficulté, me semble-t-il, est dans sa rédaction pour qu'elle ne soit ni trop engageante, ni trop souple, et que ce ne soit pas simplement un instrument de communication, parce que ce qu'on pourrait reprocher, c'est le juge qui pourrait le reprocher, c'est ce qu'on appelle le purpose washing, à savoir faire de la com pour de la com, mais pas respecter une raison d'être en tant que telle. Troisième niveau, un petit peu plus engageant, un petit peu plus contraignant, c'est la société à mission, qui peut être intéressant, mais qui aujourd'hui est limité aux sociétés commerciales, donc les SCI n'en font pas partie. Alors, je vais très vite brosser le cadre législatif, peut-être pour aller plus vers des éléments pratiques, simplement pour rappeler qu'aujourd'hui, l'intérêt social avec un enjeu de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux est inscrit dans le Code civil, article 1833, donc dans notre Code civil de 1804. Il faut aujourd'hui prendre en compte qu'on consacre un intérêt social élargi. La raison d'être. La raison d'être, elle est définie à l'article 135 du Code civil. C'est une possibilité, c'est une option, et on se rend compte que cette option, elle est double, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'inscrire ou de ne pas inscrire une raison d'être, et cette inscription, elle peut se faire soit dans les statuts, soit
hors statut, c'est-à-dire sur un site Internet, à titre plus de communication que d'engagement légal. Alors, comment est-ce que la raison d'être est définie par la loi? Eh bien, c'est le fait de préciser des principes, des valeurs dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens. Voilà, donc on définit une raison d'être et on y affecte des moyens. Encore une fois, ce sont des options. On a aujourd'hui, avec un petit peu de recul de 2 ans, des exemples de raison d'être ou de bonnes résolutions, c'est-à-dire que parfois la raison d'être est un petit peu large, comme vous pouvez le voir dans les exemples que l'on donne. Il y a toujours un aspect sociétal, mais parfois un petit peu très large. Quand on regarde Décathlon, par exemple, le sport partout pour tous, tant mieux, c'est bien, mais est-ce qu'on n'est pas plus dans une bonne résolution que dans une raison d'être en tant que telle? Je vous laisse regarder les exemples. Nous en venons au 3e niveau donc, des outils juridiques proposés par la loi Pacte, c'est la société à mission. La société à mission, elle est définie dans le Code de commerce, elle est donc limitée aux sociétés commerciales. Toutes les sociétés commerciales sont concernées, SA, SARL, SAS. Alors, pour se faire labelliser, enfin, ce n'est pas un label, il faut faire attention, ce n'est pas un label, ce n'est pas un outil de communication uniquement, c'est une qualité quelle que soit la structure. Alors, pour obtenir cette qualité, c'est assez simple, mais il faut passer, encore une fois, par la définition d'une raison d'être. Et donc, le 2e étage de la loi Pacte est un intermédiaire, est un passage obligé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut définir des objectifs sociaux dans ces statuts. Et effectivement, là, on n'a plus l'option possible, c'est-à-dire que la raison d'être doit être inscrite dans les statuts. Un autre élément plus contraignant donc que le 2e niveau où on définit une simple raison d'être, il faut un suivi et ce suivi doit être faire l'objet d'un reporting auprès des actionnaires et vous allez voir auprès aussi d'un extérieur, d'un expert extérieur, l'OTI, l'organisme tiers indépendant. Dernier élément, je passerai dans les détails, j'y reviendrai parce que je pense que ça peut être l'occasion de questions. L'OTI aujourd'hui est définie un petit peu plus précisément, je dirais, au-delà de la loi Pacte, par un décret et un arrêté du même jour, c'est ceux du 27 mai 2021. À partir de là, donc, on peut obtenir la qualité de société à mission et il faut instaurer un suivi annuel. Alors, sur cette société à mission, je m'arrêterai sur les aspects plus pratiques avec un bilan, quelques éléments d'information qui sont pour la plupart issus d'un rapport qui a été demandé par le ministre conjoint de l'économie et puis aussi le ministre en charge de l'ESS. Un rapport rédigé par Brice Rocher, du nom de la société Yves Rocher, qui donc, vous savez, est une PME à succès et qui donne un certain nombre d'éléments très intéressants qui sont disponibles sur Internet. Alors, sur les chiffres, on voit que l'expansion est relativement rapide, c'est-à-dire que les entreprises ont pris en considération cette loi Pacte, et notamment pour ce qui est de la société à mission. Le nombre reste encore modeste. Quelles sont les sociétés concernées? Quel est le profil, l'ADN, je dirais, des sociétés à mission? Dans le SBF 120, une seule société. Dans le CAC 40, 4 sociétés. Donc, si vous voulez, les sociétés à mission, on comprend qu'elles sont plus orientées vers les PME, vers les ETI, vers les startups, que vers les très grandes sociétés. On compte à ce jour environ 250 sociétés à mission, et c'est ça qui compte, c'est que ça concerne 500 000 collaborateurs en France environ, ce qui est déjà un nombre important. Sur le plan territorial, géographiquement, la société à mission a d'abord été prisée en Île-de-France, mais on voit qu'il y a un certain équilibre qui s'instaure aussi en province, ce qui montre que la société à mission n'est pas uniquement pour les Parisiens, mais également pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient sur le territoire. Pour
les sociétés, donc on voit que ce sont les sociétés de moins de 50 salariés qui occupent une place prépondérante, avec 70% des sociétés à mission en France, pour les PME de moins de 50 salariés. Sur le plan, je dirais, ADN, ce sont des sociétés jeunes, donc leurs dirigeants sont jeunes, avec une prédominance dans les services, secteur des services à 83%, et secteur du commerce 10% et 7% dans l'industrie. Et avec une toute petite nuance quand on regarde le nombre de collaborateurs, puisque bien sûr, il y a moins de personnes concernées dans les services que dans les commerces ou encore dans l'industrie. Concernant les statuts, une prédominance pour la SAS ou la SASU, c'est-à-dire précisément le type de société qui vous concerne ou qui vous intéresse. Et à mon avis, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'on reste dans un actionnariat à dominante familiale. Et donc, c'est finalement le patron qui va décider la société à mission. C'est le patron qui va impulser une gouvernance avec des valeurs, des principes éthiques. Et donc, c'est à mon avis quelque chose qui peut être intéressant pour vos entreprises. Alors, quels sont les avantages? Quels sont les avantages à titre individuel? D'abord, on l'a dit, la qualité de société à mission donne un cadre juridique à une culture d'entreprise top-down, hein, qui vient donc du plus haut niveau de l'entreprise. Après, formaliser une raison d'être, et c'est peut-être là la plus grande difficulté, mais ça c'est tout à fait possible, eh bien, permet de fédérer les parties prenantes, à commencer par bien sûr la gouvernance, donc le top management, mais également les salariés, les actionnaires et toutes les personnes qui tournent autour de l'entreprise et qui ont un intérêt à cette entreprise. Ce sont les clients, les fournisseurs, les partenaires, les associations et bien sûr le secteur territorial, les territoires. Dernier élément, cette formalisation encourage l'innovation parce que bien sûr, il faut réfléchir à une raison d'être qui soit compétitive, qui démarque la société des autres, qui donc permet de favoriser l'innovation. C'est donc une dynamique d'adhésion et d'engagement. Et je dirais, pour terminer, que ça permet de concilier le long terme et le court terme. Le long terme parce qu'effectivement, les enjeux sociétaux et environnementaux qui sont inclus dans la raison d'être vont permettre de projeter l'entreprise au-delà de sa performance économique annuelle. Et donc, il y a une forme de rétablissement qui se fait entre le financier et l'extra-financier. Et il me semble que là, il faut voir une externalité positive de ce type d'engagement sur la durée. Les limites, je dirais qu'elles ne sont pas dirimantes, c'est-à-dire qu'elles sont plus liées à la nouveauté de l'outil et peut-être au manque du recul dans l'observation et l'estimation des risques. Il ne me semble pas toutefois que ce soit quelque chose qui empêche de s'intéresser à la société à mission. Manque de recul, donc la société à mission est encore peu connue parmi les PME. La difficulté, on l'a déjà évoqué, c'est la rédaction de la raison d'être. Il ne faut pas trop engager la société parce que, effectivement, la raison d'être, comme on va le voir, engage la société et peut conduire à une mise en jeu de la responsabilité des dirigeants et de sa société. Il ne faut pas non plus risquer de rédiger une raison d'être qui n'engage pas assez avec le risque évoqué précédemment du purpose washing. On n'a pas de contrôle non plus sur les contrôles et notamment sur l'OTI, cet organisme qui va intervenir à titre annuel pour évaluer le suivi de la mission. On a encore moins de recul sur la jurisprudence que les juges vont élaborer à l'avenir. Sur une question plus pratique et peut-être plus directement intéressante pour vous, contrairement peut-être au dispositif classique des contreparties fiscales dont vous pouvez bénéficier, aujourd'hui, il n'y a pas de contrepartie financière immédiate au dispositif de la société à mission.
pas de régime fiscal propre, pas de régime fiscal intéressant. Il faut savoir que ça fait partie des recommandations du rapport Brice-Rocher de réfléchir peut-être à un aménagement fiscal pour favoriser, pour valoriser, encore une fois, la société à mission. Dernier élément, mais là, je pense qu'on a déjà on est un peu éloigné de cette affaire, l'affaire Danone, qui a fait que le dirigeant de Danone de l'époque, qui avait donc mis en place la société à mission, a été évincé. Il me semble pour d'autres raisons que le fait qu'il ait pris le choix d'instaurer sa société sous forme de mission, mais effectivement, ça a peut-être un petit peu freiné l'enthousiasme de certains entrepreneurs. En résumé, donc, je ne vais pas reprendre tous les éléments. Il y a du pour, il y a du contre. On pourra y revenir au moment de la discussion. Il faut que je sorte pour pouvoir. Bien, alors moi je vais. Vous m'entendez? Oui. Je vais vous présenter deux autres outils, mais très très rapidement, qui ne sont pas des outils directement utiles en tant que tels, mais qui peuvent accompagner l'entreprise, enfin la société à mission, et accompagner peut-être sa pérennité et sa transmission, puisque ce sont des questions qui sont intéressantes plus à long terme. Donc, c'est une réflexion qui pourra être menée peut-être dans un second temps, avec dans la loi Pacte deux outils. L'un qui est un assouplissement pour les fondations actionnaires. Les fondations actionnaires existaient déjà. En fait, les fondations peuvent détenir à titre de dotation des parts sociales ou des actions d'autres sociétés, et notamment de sociétés à mission, ce qui va permettre d'avoir un actionnaire qui réfléchit sur le long terme. Donc, on est très, très loin des fonds de pension ou des investisseurs institutionnels qui veulent des rendements à très court terme. On a cette idée que la fondation actionnaire, évidemment, a besoin d'un rendement pour pouvoir mener ses actions. Elle a besoin de financement, mais sans nécessairement avoir besoin d'un rendement à 2 chiffres annuellement. Et donc, une idée de long terme qui peut être intéressante. Et la loi Pacte a aussi créé les fonds de pérennité, qui sont eux aussi intéressants, puisque c'est un nouveau type de groupement qui va pouvoir récupérer aussi des titres de capital de sociétés à mission, pourquoi pas, avec l'idée que ces fonds de pérennité vont gérer ces titres en vue d'assurer le développement sur le long terme et à financer des missions d'intérêt général par ces titres et par le financement de ces titres. Donc, on est là dans des outils d'accompagnement qui peuvent fonctionner aussi bien pour des sociétés classiques que pour des sociétés à mission. Et donc, là-dessus, on pourra en reparler. J'ai pas mis ma carte. Oui. Ah oui, pardon. Oui, bon, on va partager. Alors, quelques questionnements aussi sur ce point. Raison d'être versus société à mission. On a vu qu'il fallait une raison d'être pour devenir société à mission, mais on peut très bien avoir finalement une raison d'être sans société à mission. Alors, on peut les envisager de différentes manières, c'est-à-dire qu'on prend une raison d'être et qu'on en reste là de manière pérenne, ou alors se dire qu'on fait les choses en 2 temps, d'envisager d'abord l'insertion d'une raison d'être dans les statuts et ensuite d'avoir une société à mission, ce qui va permettre d'aller peut-être plus loin dans l'engagement. Donc, sur ce point-là, on pourra en rediscuter, je pense, dans les cas d'espèce. Ça me semble intéressant à questionner. Alors, raison d'être dans ou hors statut? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est une option d'inscrire la raison d'être dans les statuts, mais on peut aussi se contenter simplement de communiquer sur une raison d'être sans l'impliquer dans les statuts. Alors, quelles sont les conséquences quand la raison d'être est statutaire? Et après, on verra qu'il y a aussi des conséquences juridiques lorsque la raison d'être est hors statut. Lorsque la raison d'être est statutaire, elle a été décidée par les actionnaires, puisque ce sont les actionnaires qui rédigent et qui votent les statuts à une majorité des 2 tiers.
Donc, on estime qu'à partir de là, il y a une véritable légitimité actionnariale du fait de ce vote en Assemblée générale extraordinaire. Au niveau donc du financement des investisseurs, on voit qu'il y a une certaine légitimité pour asseoir l'entreprise. Il y a aussi, au niveau de la gouvernance, une obligation qui est légale pour le conseil d'administration et si la société est dualiste, s'agissant d'une société anonyme pour le directoire, il y a l'obligation de prendre en considération la raison d'être, ce qui veut dire que toute la gouvernance, désormais, est dictée par cette raison d'être avec un impact sur la responsabilité des dirigeants. Troisième obligation, je dirais, ou troisième élément, c'est l'obligation d'affecter des moyens. La loi, on vous l'a dit, l'impose. Donc des moyens, quel type de moyens? Des moyens humains, des moyens matériels, éventuellement les deux, qui vont donc obliger la société à financer cette raison d'être, en quelque sorte. Alors, lorsque la raison d'être est donc statutaire, il faut, on voit bien, c'est un résumé de ce que je viens de dire, mais plus détaillé au niveau des obligations, il faut d'abord estimer les conséquences sociales et environnementales du choix avant les prises de décision en termes de gouvernance, et ceci a été énoncé par le ministre donc au plus haut niveau. C'est donc une obligation qui va être regardée de près. Il faut une raison d'être adaptée à l'entreprise, à son activité. Il faut mettre des moyens. Et puis, il faut assurer un suivi dans le temps avec un double contrôle, un comité de mission interne et un suivi par un organisme externe qu'est l'OTI. Alors sur la responsabilité, ce sont des questions importantes parce que à partir du moment où on rentre dans un contexte juridique, il va y avoir des engagements et ces engagements vont produire des effets. Enfin, c'est un engagement moral, mais c'est aussi un engagement juridique. Et donc, il faut faire attention à ça. Et d'où l'importance, en fait, de peut-être d'envisager de manière assez progressive cette entrée dans la société à mission. Ceci étant, même la raison d'être peut engager et peut entraîner une responsabilité, à la fois responsabilité de la société, responsabilité civile. Donc ça veut dire que si on ne respecte pas son engagement et qu'il y a un dommage, eh bien la société pourra être engagée et devra verser des dommages-intérêts. Ça n'est pas complètement théorique, c'est ce qui s'était passé pour l'affaire Erika il y a quelques années, puisque Total s'était engagé à faire un contrôle supplémentaire de la solidité des bateaux qui transportaient son pétrole. Elle n'avait pas respecté cet engagement de faire ce contrôle supplémentaire et sa responsabilité civile avait été engagée. Donc ça n'est pas complètement théorique. Et Total s'en souvient encore. Et puis, dans certaines circonstances, ça peut aussi entraîner la responsabilité civile des dirigeants. Si les dirigeants ne respectent pas la raison d'être, s'ils commettent des fautes par rapport à ça, c'est-à-dire c'est le non-respect des statuts ici qui peut engager sa responsabilité à l'égard des associés, le plus souvent, parfois à l'égard des tiers, ce sera plus rare, mais en tout cas à l'égard des sociétés, et ça peut amener à une révocation des dirigeants, une révocation non pas par les actionnaires, mais éventuellement une révocation par le juge. On peut imaginer qu'un actionnaire ou un associé minoritaire demande au juge une révocation pour une cause légitime qui serait donc le non-respect des statuts par le dirigeant. Donc il faut faire attention à ce que l'on rédige dans la raison d'être et comment on la rédige. Je pense que c'est un des points essentiels. Alors sur la raison d'être hors statut, ça engage évidemment aussi de différentes manières. Alors, ce sera plus délicat à prouver. La preuve va être difficile. Et c'est vrai que c'est peut-être un des charmes de la raison d'être hors statut parce que la mise en œuvre de la responsabilité sera plus délicate. C'est moins fort d'un point de vue symbolique, mais c'est moins engageant aussi. Alors, s'agissant des sanctions, aujourd'hui, on a très peu de recul et on n'a aucune décision judiciaire, donc aucune jurisprudence sur laquelle s'appuyer. Alors, c'est à la fois bien et un petit peu complexe dans la mesure où il n'y a pas de visibilité. On peut néanmoins quand même anticiper 3 types de sanctions et ce n'est pas forcément la sanction du juge qui sera la plus difficile.
je dirais, la plus dure pour l'entreprise. On évoquait l'affaire Erika. L'affaire Erika a été très dommageable pour Total, peut-être plus sur le niveau réputationnel que sur le niveau juridique et judiciaire. Alors, trois sanctions de place, enfin 3 sanctions, une sanction de place, une sanction de consommation et puis une sanction réputationnelle qu'on peut anticiper. Et encore une fois, on est dans un manque de recul, mais il nous semble impossible de pointer du doigt ces 3 types de sanctions. Sanctions de place parce que on est dans de la gouvernance d'entreprise et même si on reste pour souvent dans des règles très souples, il est vrai qu'il y a aujourd'hui des entités sur la place de Paris qui regardent de très près les entreprises en matière de gouvernance. Et dans le code AFEP-MEDEF, il est indiqué que le Haut Comité de gouvernement d'entreprise a tout à fait le pouvoir de s'autosaisir sur des anomalies qu'il pourrait constater ou observer dans les entreprises au niveau de la gouvernance. Et ici, les anomalies ne sont pas véritablement sanctionnées judiciairement, elles sont sanctionnées parce que le Haut Comité publie un rapport annuel sur les sociétés et lorsqu'il publie aujourd'hui, il n'hésite pas à nommer les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises pratiques, ce qui fait qu'il n'hésite pas à faire ce qu'on appelle du name and shame. Sanction de consommation, parce que là, on peut être éventuellement sur un domaine de publicité trompeuse et donc un client, un consommateur pourrait tout à fait considérer qu'il y a mensonge sur le marché et donc pratique commerciale trompeuse sanctionnée par le Code de la consommation. Et enfin, sanction réputationnelle qui est peut-être la plus immédiate et la plus forte et la plus difficile à supprimer par la suite parce que le marché s'en souviendra, c'est le fait que les médias pourraient relayer ce type de difficultés. Et là encore, on a un name and shame, mais un name and shame beaucoup plus élargi puisque ça serait médiatisé. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être passer assez rapidement sur celle-là. Alors, autre difficulté aussi, c'est ce fameux comité de mission pour lequel on a assez peu de recul pour le moment aussi. Et la question qui va se poser, c'est quelle est leur responsabilité? Alors, il n'y a pas de régime de responsabilité spécifique pour les membres du comité de mission, ce qui ne veut pas dire c'est pas parce qu'il n'y a pas de responsabilité spécifique qu'il y a un vide juridique et qu'il n'y aurait pas de responsabilité. Ça veut dire simplement qu'on va utiliser les responsabilités de droit commun. Et donc, on peut imaginer effectivement que si les membres du comité de mission ne respectent pas la raison d'être, ne respectent pas les conditions de cette mission, eh bien, ils pourraient être sanctionnés. On peut faire un parallèle avec une jurisprudence peut-être sur les administrateurs, donc les membres du conseil d'administration, dont la responsabilité individuelle a pu être mise en œuvre par le juge lorsqu'ils n'étaient pas suffisamment diligents. Et donc là, il faut les encourager évidemment à exercer leur mission de manière assez efficace. Donc pas encore de jurisprudence, mais en tout cas, on peut imaginer que cette jurisprudence des années 2009-2010 pourrait tout à fait être utilisée ici. Alors, l'OTI, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans le cadre des questions. Quelques éléments de solution, peut-être sur le développement des bonnes pratiques. Alors, on ne voudrait pas... voilà, le sujet aujourd'hui, c'est quand même de valoriser ce type de démarche, qui est à la fois une démarche de communication, mais aussi de développement de valeurs et de dire qu'on développe et qu'on fait attention qu'on privilégie des valeurs. Donc, quel est, au regard des risques potentiels, mais qui restent encore très peu maîtrisables, quelles sont les solutions? Il nous semble, après avoir réfléchi un petit peu, et on pourra y réfléchir ensemble, que à travers les cas pratiques, il nous semble qu'il faut développer des bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'il faut anticiper les questions d'un juge, les questions d'un comité de mission, les questions d'un OTI, en développant de bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques, elles partent du haut, hein, elles partent du conseil d'administration, et il faut à ce moment-là que le conseil d'administration élabore à la fois une raison d'être bien cadrée,
et qu'il y ait un suivi. Il y ait un suivi des engagements qui aient été pris au titre de la raison d'être. Donc, il y a un travail à faire entre les administrateurs et leur comité de mission. Et bien sûr, là, tout reste à créer. En termes de dialogue, il y a aussi un dialogue régulier avec les parties prenantes à établir. Qu'elles soient internes, quand il y a des salariés, beaucoup de salariés, il faut bien sûr privilégier un dialogue social pour bien expliquer quelles sont ces valeurs, pour bien expliquer comment on met en avant ces valeurs et comment on les respecte. Et puis, il y a aussi un dialogue à mettre en place avec les parties prenantes externes, en particulier les associations, mais aussi l'administration, éventuellement l'administration fiscale ou l'OTI. Il semble important aujourd'hui, et on ne le dit pas assez, hein, on voit que la société à mission est mal connue, il semble important de développer des formations au-delà du dialogue pour bien comprendre à quoi ça engage auprès des collaborateurs sur ce qu'est la raison d'être, voire la société à mission, et peut-être aussi développer des certifications du fait d'une formation spécialisée sur ces outils juridiques. Autre bonne pratique, mettre en place, enfin, définir des objectifs à long terme de manière stratégique et en parallèle de ces objectifs, pour qu'il ne reste pas de bonnes intentions, mettre en place des critères de performance, voire inclure ces critères de performance dans la rémunération des dirigeants quand le cas se présente. Pour terminer, sur les solutions, comment résumer les choses? Probablement favoriser une mobilisation des réseaux professionnels sur le sujet, notamment en direction des petites entreprises, des ETI, des startups, à travers donc les organismes professionnels que vous connaissez sans doute, notamment la CPME ou la CJD. Il faut informer, il faut former, il faut valoriser, et je pense qu'il faut aussi donner l'exemple, c'est-à-dire promouvoir l'exemplarité. Et je pense que ça va être à présent l'objet de notre discussion, à savoir de prendre des cas d'espèce qui concernent certains d'entre vous et peut-être répondre plus spécifiquement à vos demandes et vos besoins. Alors, on passe aux différents cas d'espèce. Alors, on a eu une discussion avec donc Thibault Lemarié il y a quelques semaines, jours, une dizaine de jours, sur ces différents cas d'espèce. Alors, on a essayé d'évoquer peut-être 3 cas d'espèce, mais l'idée, c'est de montrer ces 3 possibilités assez classiques, mais je pense que l'idée, c'est surtout de vous les présenter pour avoir un point de départ à nos discussions. Une des questions, c'est de savoir effectivement où, dans les différents montages, intégrer la société à mission. On peut intégrer une raison d'être dans toutes les structures, qu'elles soient civiles ou commerciales. Là, il n'y a aucune difficulté puisque la raison d'être est bien présente dans le code civil. En revanche, la société à mission, elle, est nécessairement commerciale. À partir de ce moment-là, selon les montages mis en place, on aura des questions différentes. Alors, parmi ces cas d'espèces, alors attention aux spécificités fiscales, mais ça, je pense que Armelle aura l'occasion de nous en parler puisque c'est son dada. J'ai remis ça sur une diapositive. Alors, ces diapositives sont longues et assez complètes, mais on voulait que pouvoir vous transmettre des éléments de fond que vous puissiez conserver et d'aller pouvoir récupérer les textes et les informations directement à la source. Alors, le premier cas d'espèce, je ne sais pas si j'ai bien traduit, Thibault, la situation. On peut avoir un associé ou deux qui dirigent, qui sont propriétaires donc des parts d'une holding qui peut être sous forme de SAS. Alors, si on a un seul associé, ce sera une SASU. Ça ne change pas grand-chose à la situation. Et cette holding pourrait être à la fois propriétaire des parts sociales d'une SARL qui serait elle-même propriétaire du monument et une SARL exerçant l'activité, les deux sociétés étant reliées entre elles par un bail. Donc, utilisation
l'exercice d'activité du monument détenu par une autre SARL. Alors, j'ai mis SARL, ça pourrait être aussi des SAS en l'occurrence. Alors, l'autre cas, c'est un monument qui est détenu par un propriétaire personne physique, donc on est dans un cas beaucoup plus simple, et une activité qui est opérée par une société commerciale, généralement SARL ou SAS, détenue en tout ou en partie par le propriétaire du monument. Et enfin, le cas numéro 3, c'est là le monument qui est détenu par une société civile et l'activité est opérée par une société commerciale. Les associés ou l'associé à la fois du monument et enfin de la société civile et de la société commerciale seraient les mêmes. Donc voilà les 3 grandes catégories qu'on a pu identifier, mais je vous sais très imaginatif et très enclin à utiliser toute la boîte à outils que nous offre le droit des sociétés et le droit des contrats aussi, puisque on peut évidemment créer des liens entre les différentes structures par divers contrats. J'ai évoqué le bail commercial. Il y a évidemment d'autres types de baux, notamment le bail emphytéotique qui a pu nous retenir déjà, mais qui est peut-être moins utilisé de manière plus exceptionnelle. Donc, ce qu'on avait envie, c'était de vous entendre sur ces questions-là, et puis de vous redire que sur à la fois les raisons d'être, donc elles peuvent être présentes dans les sociétés civiles et dans les sociétés commerciales. En revanche, donc la société à mission se limitera à la société commerciale, sachant qu'on peut imaginer qu'une seule et même raison d'être soit partagée par la même société civile et par une société commerciale. C'est évidemment tout à fait envisageable. Et là, c'est vrai que l'idée de la holding permettrait aussi d'intégrer une raison d'être, et c'est la holding qui pourrait être effectivement société à mission. Là aussi, c'est tout à fait envisageable. Voilà pour cette présentation qu'on voulait opérer avec vous, et excusez-moi, de vous écouter. Est-ce que vous pourriez faire une toute petite parenthèse par rapport à la compatibilité de tous ces fonctionnements avec le fait d'être classé ou inscrit au titre de monument historique, parce que beaucoup d'entre nous sont naturellement concernés, et effectivement, voilà, bien préciser que ce sont 2 choses un peu différentes, ou quels sont les impacts, si ça ne vous dérange pas. Merci. Alors, sur la question des impacts des monuments historiques, je dirais que l'impact est essentiellement un impact fiscal. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un certain nombre de dispositifs fiscaux favorables aux monuments historiques, et là je parle sous le contrôle d'Armel, il faut exploiter, il faut être propriétaire du monument et l'exploiter en quelque sorte en nom propre ou par le biais d'une société civile familiale. Et donc, si cela ne se fait pas sous cette forme-là, qui est quand même très, très restrictive, effectivement, on ne peut pas bénéficier du dispositif fiscal. Alors, comme on l'a dit, la société civile immobilière familiale qui gère, qui est propriétaire du monument, peut tout à fait intégrer une raison d'être, mais ne pourra pas être société à mission. Oui, je pense que c'est un point vraiment important, parce que si vous êtes dans la réflexion de la mise en place d'une société à mission, il faut vraiment voir comment, notamment dans l'hypothèse où vous appliquez le régime fiscal des monuments historiques, comment va s'articuler la mission de la société qui est éligible, on va dire, à cette mission, c'est-à-dire la société commerciale, voilà, la société commerciale, puisque on l'a vu, la société civile ne peut pas prendre cette qualité. Comment donc la société commerciale et la mission de la société commerciale va s'articuler avec le monument qui n'est pas détenu lui-même par la société commerciale. Et il est vraiment impératif, dans la réflexion que vous menez, de réfléchir finalement à un choix qui doit être fait, c'est-à-dire, est-ce que il est nécessaire pour moi ou pas de conserver le statut fiscal des monuments historiques qui me permet d'accéder au régime fiscal de l'impôt sur le revenu, au dispositif du mécénat et à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit 795A du Code général des impôts. Donc, l'exonération est
ces trois dispositifs sont conditionnés par une même, comme le disait Géraldine, ont la même base finalement d'application, à savoir la détention civile du monument, soit en nom propre, soit par une société civile, familiale ou au moins pour le mécénat, détenu par des membres uniquement personnes physiques. Donc en gros, le choix qu'il faut faire quand vous réfléchissez à la société à mission, c'est finalement vous dire, est-ce que c'est important pour moi d'avoir ce dispositif du dispositif fiscal des monuments historiques? Si c'est important, si ça fait partie de votre modèle économique, la seule solution, comme l'a dit Géraldine, c'est de passer par la raison d'être pour la société civile et l'entreprise à mission, la société à mission pour la société d'exploitation. Et c'est une option aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi une option de se dire, mais finalement, le régime fiscal des monuments historiques ne fait pas partie ou pourrait être mis de côté au profit des dispositifs fiscaux propres aux entreprises. Alors, il n'y a pas de spécificité monument historique, en tout cas très peu, et finalement, là, on serait sur une application classique de la fiscalité des entreprises et des sociétés commerciales, avec d'autres avantages. Il y a le pacte du Dutreil, par exemple, qui est tout à fait adapté à ce type de société et qui vous permet quand même une transmission dans des conditions qui peuvent rester intéressantes, même si elles ne sont pas spécifiques aux monuments historiques. Et bien entendu, dans les hypothèses où il n'y a pas de protection au titre des monuments historiques, ce qui peut être le cas d'un certain nombre d'entre vous, là, je dirais que la question ne se pose pas et que vous avez tout intérêt finalement à plutôt opter pour cette commercialité de façon générale et donc l'option cas d'espèce numéro 1 que vous a présenté Géraldine, puisque là, il n'y a pas de risque, on va dire, fiscal vis-à-vis du régime fiscal des monuments historiques, sauf dans l'hypothèse où vous avez non pas une protection au titre des monuments historiques, mais où vous avez un label de la Fondation du patrimoine. C'est vrai que ce label de la Fondation du patrimoine a les mêmes exigences d'un point de vue fiscal que le régime fiscal monument historique. Donc, il faut aussi une détention par une personne ayant une activité purement civile, donc soit une personne physique, soit une société civile. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense qu'il y a peut-être une question qui est importante à poser, si vous êtes d'accord, à Véronique et Géraldine, qui est la question finalement, qui est plutôt le cas d'espèce, je dirais, numéro 2 ou 3, c'est-à-dire vraiment l'hypothèse où le monument, et donc le cas vraiment où vous voulez garder et conserver la gestion fiscale du régime monument historique, c'est-à-dire le monument est détenu par une personne physique ou par une société civile, et finalement, c'est vraiment la société commerciale qui a le statut de société à mission. Quel type de mission on peut donner à cette société commerciale, sachant qu'elle ne détient pas le monument? C'est-à-dire, finalement, est-ce que la mission de la société commerciale peut être, c'est la question un peu piège, on l'a évoqué, mais peut-être clairement la préservation, la pérennité du monument qu'elle ne détient pas et donc qui appartient à un tiers. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une mission qui rentre dans la catégorie de la mission qui peut être définie dans une entreprise, une société à mission ou pas? Je ne sais pas si c'est un peu piège comme question. Alors, excellente question. Il faut que je revienne peut-être à la définition de la raison d'être, puisque c'est la raison d'être qui est vraiment à la base de la société à mission. Donc, la raison d'être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. A priori, la définition est large et on pourrait, en tout cas, il n'y a pas d'obstacle affiché dans la loi sur le fait qu'il faille, par exemple, un principe qui relève de l'intérêt général
À partir du moment où ça ne relève pas nécessairement de l'intérêt général, on pourrait imaginer effectivement que la préservation d'un monument en particulier puisse effectivement être intégrée. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas naturellement vers ça que j'irais. Et l'idée, ce serait peut-être de dire que je pars peut-être de la protection d'un monument en particulier pour promouvoir plus largement le patrimoine local, par exemple. Je pense que le rattachement au territoire peut être un élément très important de cette raison d'être. Et donc, un principe qui est lié à la préservation d'un monument et au-delà de la préservation d'une cohérence. Il y a aussi beaucoup d'éléments, je pense, beaucoup d'entre vous sont intéressés par la préservation de l'environnement aussi. Et je pense que la préservation d'un monument peut être combinée à la préservation de son environnement et de l'environnement tout court. C'est-à-dire de préserver effectivement les forêts qui sont autour, de préserver pourquoi pas des terres agricoles s'il y a des terres agricoles qui sont attachées aux monuments, et donc des éléments qui relèvent de justement cette gestion du territoire. Donc c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que la loi n'empêche pas de se limiter à un monument, mais c'est vrai que ça n'est pas comme ça qu'a été construit la raison d'être dans l'esprit de la loi. Et donc, c'est vrai que j'aurais tendance à intégrer des éléments qui vont au-delà de la préservation d'un seul monument. Alors, si je peux répondre à Armelle et peut-être être, je dirais peut-être plus optimiste que Géraldine. Il me semble que par nature, vous avez une mission. Enfin, je pense que lorsque vous avez un patrimoine historique important, c'est pas forcément un choix au départ, et c'est une mission qui d'abord est familiale, hein, mais qui est aussi géographique. Vous êtes inséré dans une zone géographique et vous y êtes souvent inséré depuis des années, des décennies, des siècles. Et donc, pour moi, à l'inverse des raisons d'être qu'on peut voir dans des sociétés du CAC 40, où vraiment l'objectif est l'activité commerciale par nature, chez vous, l'activité commerciale par nature, elle s'ajoute à cette mission naturelle et intrinsèque. Donc, je pense qu'une réflexion devrait vous permettre de définir pour vous une raison d'être et voir au-delà, avoir une mission qui s'insère vraiment dans le paysage français. Et pour moi, c'est plutôt l'inverse d'une société commerciale qui se cherche une mission. La mission, vous l'avez, et maintenant, il faut chercher à préserver votre patrimoine. Donc, c'est un peu une démarche différente, mais qui est tout à fait positive, selon moi. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, ou j'imagine que vous avez des questions. Peut-être, Thibaut, vous pouvez parler aussi de votre cas qui est très intéressant. Alors, je peux citer notre cas parce qu'en fait, on est en transition. Donc, maman possède le château à l'heure actuelle. Je vais le récupérer et effectivement, nous qui avons un business model qui marche pas trop mal, on va le basculer en mode entreprise. C'est-à-dire qu'on va créer une SARL immobilière dans laquelle j'apporterai le monument et qui fera. Alors, on en a pas mal parlé à la maison parce qu'effectivement, c'est le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe s'il y a défaut de rentabilité de l'activité. Sachant que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on crée une SARL immobilière qui portera le bien. Il y aura une structure d'exploitation qui exploitera. Et donc, ce qui planterait, entre guillemets, ce serait la structure d'exploitation. Et ce qui n'empêche pas la structure qui porte la SARL immobilière, ensuite de trouver un autre usage. Alors, on fera des gîtes, des chambres d'eau, j'en sais rien. Mais il est possible de rebondir. Si on a une seule structure avec le monument dedans et que ça plante, forcément, là, tout part. Mais si on arrive à faire une fusée à 2 étages, ça fait qu'on peut griller une cartouche de structure d'exploitation et on a la capacité, enfin, on l'espère, de rebondir sur une autre activité. Après, voilà, c'est un peu... voilà, c'est comme ça qu'on fait en interne. Est-ce que, Tanguy, je sais que vous avez un peu... ça vous intéressait ce domaine-là est-ce que certains, je ne sais pas, Christophe, vous avez réfléchi un peu à ça? Est-ce que vous avez des questions particulières? Ou Jean-Baptiste, peu importe, Olivia. Bienvenue Olivia d'ailleurs, c'est ravi de vous voir. Moi, le projet que je porte est assez cohérent avec l'idée soit
donner une raison d'être soi-même de basculer en entreprise à mission, puisque l'idée est de consacrer une partie des bâtiments du château à l'accueil de publics qui sont fragilisés, qui ont besoin de se reconstruire. Donc on est clairement dans un champ de l'économie sociale et solidaire, voire dans celui de l'entreprise à mission, ce qui suppose, puisque chez nous c'est plus simple, mon épouse et sa mère sont propriétaires en nom propre, mais la structure commerciale, c'est moi qui l'apporterai à raison de mon activité qui m'amène à monter ce type de proposition. Donc là, les champs sont assez bien différenciés et je trouve que c'est assez confortable de voir clair et de dissiper les possibles confusions. La question que je trouve intéressante dans ce que tu soulignes, Thibaut, c'est aussi la question de la transmission, parce que toutes nos propriétés se réfléchissent, se pensent à la fois comme devant être économiquement rentables, mais devant aussi se projeter dans le temps. Voilà. Donc la question que moi j'ai derrière, c'est si je crée une entreprise commerciale sur un produit très spécifique, qui est très lié à mon activité professionnelle, comment est-ce que cette entreprise, après, peut être reprise si ça n'était pas, par exemple, par mes enfants, mais par un autre exploitant? Et là, on tombe dans un cas de figure qui est plus compliqué, c'est-à-dire que l'exploitant du produit commercial n'aurait plus forcément les mêmes liens avec le propriétaire des bâtiments. Et donc ça, c'est une question dans laquelle j'essaie de me projeter à terme. C'est tant qu'on maîtrise soi-même le paysage au niveau familial, ça va à peu près. Qu'est-ce que ça devient le jour où il y a éventuellement une activité tierce qui vient s'installer dans des locaux? Ça, c'est une première réflexion. Mais moi, en tout cas, je suis très favorable à l'idée de faire cette démarche. J'ai quand même une question, c'est aujourd'hui, dans votre expérience, la qualité d'entreprise à mission ou le fait d'avoir une raison d'être, est-ce que c'est un argument significatif pour entraîner l'adhésion de partenaires privés ou publics, ou est-ce qu'à ce stade de la maturation du sujet, c'est encore quelque chose qui est perçu comme un label, une étiquette un peu flatteuse, peut-être un peu intéressante? Mais vous voyez, est-ce qu'on est à un stade de maturation du sujet qui fait qu'aujourd'hui, les gens prennent au sérieux le fait d'avoir une raison d'être, voire d'être une entreprise à mission pour pouvoir monter des projets avec eux? Alors, votre cas de figure est très intéressant parce qu'effectivement, vu votre activité, l'accueil de public fragilisé, effectivement là, pour le coup, on rentre également dans l'ESS. Donc, vous avez effectivement le choix entre, je dirais, 2014 ou 2019, c'est-à-dire soit effectivement l'ESS à proprement parler ou le volet loi Pacte avec entreprise à mission enfin raison d'être et ou entreprise à mission. Donc là, c'est un cas extrêmement intéressant. La question est celle effectivement de la labellisation ESUS, qui est, semble-t-il, un petit peu compliquée à obtenir et qui ferait que c'est peut-être plus facile dans un premier temps d'être plutôt sur une raison d'être et une entreprise à mission plutôt que sur de l'entreprise sociale et solidaire. Là, c'est une première chose. Alors, sur la transmission, c'est une question très intéressante parce que la question, c'est de savoir comment pourrait se faire la transmission de l'activité. Est-ce que la transmission de l'activité, ce serait la revente des parts sociales ou des actions de la structure d'exploitation? Et auquel cas, dans ce cas-là, ce que vous vendez, c'est les parts de la société à mission. Et donc, celui qui acquiert est obligé de respecter la mission qui est inscrite dans les statuts. Et il pourrait éventuellement, s'il est majoritaire, supprimer cette raison d'être et donc sortir de la structure à mission. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on peut y rentrer, on peut en sortir de son plein gré, on peut en sortir aussi parce qu'un OTI estime qu'on ne remplit pas ses missions. Donc là, tout dépend effectivement à qui on transmet. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on transmet la société, même si on transmet ses parts avec la raison d'être et tout le mécanisme de suivi,
ça n'est pas pour autant qu'on ait garanti que ça continue sous cette forme et que les repreneurs gardent cette raison d'être. Ils peuvent aussi la modifier. On peut imaginer différents cas de figure. Alors, sur la dernière question, est-ce que c'est un argument significatif ou pas? Là, peut-être que Véronique aura plus de choses à dire, mais il me semble que, évidemment, on est dans une dimension de communication qui est très importante, qui est essentielle. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi un pari sur l'avenir avec ces discussions qui sont inscrites dans le fameux rapport Rocher, et de se dire que peut-être qu'on est là dans une première étape également du côté du législateur, et que si les choses prennent, et c'est important aussi que les sociétés plus importantes s'emparent du sujet parce qu'elles sont plus visibles, il y a plus de salariés, donc forcément c'est une caisse de résonance plus importante, mais ça peut avoir des effets aussi sur les petites structures qui pourraient bénéficier justement de ces statuts fiscaux. Je pense aussi au marché public qui était présent dans une des diapositives, parce qu'effectivement, si vous êtes entreprise à mission, on comprendrait mieux que les pouvoirs publics contractent avec vous. Ça peut être une façon aussi de montrer aux citoyens, de montrer aux administrés d'une commune ou d'un territoire qu'on est attaché à son territoire. Et je pense que pour les politiques, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, je dirais que c'est, à mon sens, pour le moment, c'est plutôt un pari sur l'avenir et c'est une façon d'afficher des principes et un engagement qui n'est pas que de la communication. Je pense qu'on peut aussi être très sincère dans sa mission, même si certains détournent les choses. Hein. On voit bien que les services communication et publicité sont passés par là pour certaines raisons d'être, mais on peut être moins cynique et se dire qu'on peut jouer le jeu effectivement de la mission. Du coup, je complète ma question par rapport à la question de la transmission. Est-ce qu'il est envisageable d'inscrire dans le bail, que la société d'exploitation aurait avec le propriétaire la condition que la société demeure une entreprise à mission, par exemple? Est-ce que c'est un argument juridiquement probant d'inscrire ça comme une condition substantielle du bail? Oui, alors, si on est par exemple dans le cadre d'un bail commercial, ce qui semble être le bail le plus classique, je dirais que je reprendrai un des principes qu'on apprend en première année de droit, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis. À partir de ce moment-là, dans le régime du bail commercial tel qu'il est encadré par le Code de commerce, il n'y a aucune disposition qui empêche d'aménager le bail, et on peut faire de ce bail commercial, on peut intégrer en tout cas dans le bail commercial un certain intuitu personae, et l'intuitu personae par rapport au preneur, c'est qu'il ait effectivement cette mission. Alors je dirais que ça fonctionne jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que tant que l'entreprise d'exploitation est in bonis, il n'y a pas de difficulté particulière. En revanche, le jour où elle serait engagée dans une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire, le bail peut être un actif, le bail commercial peut être considéré comme un actif de l'entreprise et donc peut être cédé. Et dans ce cadre-là, je ne suis pas certaine que la clause puisse produire tous ces effets. Je n'ai pas d'exemple en tête, il faudrait creuser la jurisprudence, mais là, je dirais que tant que tout va bien, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. C'est juste dans le cadre des procédures collectives, si on bascule en procédure collective, où là, je serais plus inquiète sur cette clause. Tanguy, si je peux rajouter un petit mot, en fait, on est d'accord que l'entreprise à mission a quand même un but de visibilité et de légitimité. Au bilan, c'est un petit peu ça. Et donc, en fait, enfin, moi je le perçois comme ça, je peux me tromper, mais l'arrière-cuisine sur est-ce que la structure qui loue le mobilier, le bien, les gens ne vont pas jusque-là. Il faut que la structure d'exploitation démontre ça. Par rapport à ta remarque tout à l'heure, moi je suis un peu modéré, c'est qu'on voit quand même apparaître beaucoup d'entreprises à mission. Je ne dis pas que c'est du flan, mais c'est du flan, quoi. Tous les beaux trucs, là, on veut que le monde soit meilleur, qu'on s'aime. Enfin, on est dans un monde où
enfin, je prends un peu de recul par rapport à ça, et c'est un peu notre luxe de Châtelain, d'avoir le temps. C'est qu'on est dans un monde en France où on parle d'entreprise à mission et de communication non violente, et à côté de ça, le monde qui nous entoure envahit l'Ukraine et met la main basse sur les matières premières. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans Bisounoursland, c'est assez hallucinant. Là où je reviens sur le sujet, c'est que quand on regarde l'Observatoire des entreprises à mission, que vous pouvez consulter sur Internet, c'est un PDF machin, dans les entreprises à mission qui ont été faites, alors celui-là, c'est le deuxième qui date de mai 2021. OK? Donc il y en a 250 à l'époque, etc. Le premier pôle d'entreprise à mission, c'est finance et assurance. Genre, les services, on est d'accord que c'est un peu plus facile que les produits parce que forcément, c'est un peu du vent, on peut dire ce qu'on veut. Là, c'est 18 structures. Le deuxième, c'est les petites structures qui font du conseil en engagement sociétal et stratégie d'impact / RSE. En gros, pour grossir le trait, ce sont des consultants qui vous vendent pour devenir entreprise à mission. Donc en fait, moi qui fais partie de la communauté des entreprises à mission, il y a quand même beaucoup de mecs qui sont à l'intérieur, sans les vexer, mais j'aime bien ça à chaque fois. Il y a travailler pour sa cause et vivre de sa cause. Je peux citer D'Artagnan qui remonte 60 000 € de frais tous les ans de ses monuments pour sauver le monde. C'est beau, D'Artagnan, merci. Mais donc voilà, l'entreprise à mission, moi j'ai peur qu'un jour, il y ait une forme de retour de bâton, un retour de flamme. Et il faut qu'on soit vraiment extrêmement clair et extrêmement pointilleux sur ce qu'on considère comme étant une entreprise à mission. Parce que quand il va y avoir un retour de flamme, il va y avoir ceux qui arrivent à tenir le discours en disant non, regardez, toutes nos actions, elles sont celles-là. On n'a rien fait pour nous, par nous. Et ceux qui ne pourront pas tenir ce discours, et eux, ça va vraiment, vraiment piquer fort. Parce que vu que c'est de la communication, on rentre dans ce champ-là. Et quand on prend un retour de flamme en communication, c'est très dur à amortir. Donc, il faut vraiment, ceinture bretelle, comme on dit, il faut vraiment sécuriser le fait que cette mission, elle soit légitime, durable. On l'entend sur LinkedIn, je ne sais pas si vous voyez les parodies d'entreprises à mission où les mecs s'en donnent à cœur joie, mais à juste titre, oui, alors nous, on vend des armes, mais c'est des armes qui sont sensuelles, qui caressent le corps, etc. Et c'est notre mission, c'est d'être au plus proche de l'être humain, vous voyez, et on peut en rire, mais il faut faire vraiment attention. On peut avoir une mission, il faut qu'elle soit très claire. Pour ne pas citer Igor qui disait que à travers une entreprise à mission, il pouvait payer des voyages à ses filles. Ça, c'est quand même, comment dire, il y a la ligne qui est un petit peu dépassée. Faire très attention. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a un dévoiement des entreprises à mission, il y aura un retour de flamme, et il nous faut nous prémunir en étant conformes sur le fond à ce que est une entreprise à mission. Sinon, parce que dans le cas des châtelains, le retour de flamme, il risque d'être encore plus important. Si on utilise la mission pour sauver le statut du châtelain dans l'imaginaire populaire, ça risque d'être encore plus violent. Oui. C'est pour ça que moi, en tout cas, au sein de la communauté de mission, je milite pour qu'il n'y ait aucun avantage fiscal. Parce que sinon, ça veut dire qu'en plus, les fonds d'investissement vont arriver, enfin, ça va être double dose, le retour de flamme sera démultiplié. C'est une démarche volontaire. Voilà, c'est tout. On l'est ou on l'est pas, il n'y a aucun avantage fiscal. On ne peut pas faire ça pour l'argent. Ça biaise complètement le principe de l'entreprise à mission. On fait pas une mission pour gagner de l'argent ou pour en économiser. On fait une mission parce qu'on croit en une cause. Et je pense que c'est ça qui nous réunit tous autour des monuments, du patrimoine, etc. Il faut faire très attention avec ça. Moi, je sens poindre un moment, un retour de flamme qui va embarquer pas mal de gens. Oui. Donc, il faut être vraiment très, très carré. Alors, on a la chance quand même, c'est que nous, on va faire partie du film de la communauté des entreprises à mission parce que justement, les gens comprennent tout de suite notre mission par rapport à nos monuments. C'est extrêmement limpide. Comme vous le disiez, Véronique et Géraldine, toutes les missions qui sont de Lego, etc., ouvrir le monde, nanana, nanana, ça veut tout dire, mais ça veut surtout rien dire. Donc du coup, nous, l'avantage, c'est que travailler pour le patrimoine, c'est visible. On a la chance de pouvoir mettre en face des factures en disant qu'on a fait ça, on a engendré tel projet, on a partagé de telle manière, et ça, c'est notre force. Attention à ne pas se laisser entraîner, parce que quand l'eau du bas va s'ouvrir, il y a beaucoup de gens qui vont partir. Enfin, je pense. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Thibaut. Si je peux juste ajouter un point, mais qui revient un peu au tout début de la conversation avec Tanguy. Je trouve très intéressant votre montage sociétaire
dans la mesure, Tanguy, où on distingue les personnes. Il y a un très gros risque à la fois sociétaire et fiscal de confusion des personnes et des sociétés. Le fait que les personnes morales et les personnes physiques soient distinctes clairement, alors bien sûr, c'est familial, mais si vous voulez, ça montre que vous avez une gouvernance saine. Et je pense qu'il faut le valoriser au-delà de la communication, parce que ça montre bien que c'est un projet familial, mais qui tient compte d'une gouvernance vraiment saine de distinction, avec ce qu'en droit, ce qu'on craint beaucoup en droit, hein, autant en matière fiscale que sociétaire, c'est les conflits d'intérêts. Voilà. Et donc, effectivement, quand il y a deux sociétés qui sont liées, avec deux patrimoines qui sont proches, c'est bien d'avoir deux gouvernances distinctes et bien de préciser ça dans les statuts. Je pense que ça, c'est un atout supplémentaire que vous avez qui clarifie et rend les choses très visibles et très claires. Voilà. Pour répondre sur la maturité, moi, il me semble que la mission, ça peut être un atout. C'est un atout de compétition, de compétitivité, d'innovation et donc de communication. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'agrément pour être à mission. En revanche, on peut perdre très facilement la qualité dès lors que l'OTI ne suivra plus et considérera que le suivi n'est pas bon, n'est pas assuré. Donc là où il faut, à mon avis, vraiment travailler la chose, c'est sur le suivi et sur le déploiement des moyens humains et financiers qui sont mis au service de la mission. Ah non, justement pas. Justement pas. C'est des moyens, un reporting annuel et des moyens humains et financiers. Donc ça, c'est pas du tout de la com, c'est beaucoup plus. Oui, ça rejoint très bien ce que Thibaut disait, c'est-à-dire il faut, pour être bien bordé et réduire le risque, il faut qu'on soit vraiment dans l'esprit d'une entreprise à mission et qu'on adhère à ses valeurs et qu'on ne soit pas soupçonné d'être des gens qui allons utiliser des systèmes juridiques, des systèmes de communication pour en tirer un profit distinct, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Alors, je compléterai en disant que cette idée de bonne gouvernance, elle passe aussi par la composition du comité de suivi. Il n'y a dans la loi aucun élément qui précise comment doit être constitué ce comité de suivi. On peut imaginer des structures assez restreintes avec très peu d'associés, voire un associé. Mais c'est vrai que ce sera important d'être accompagné dans ce comité de suivi par des personnes qui peuvent être considérées comme ayant une certaine indépendance, à la fois des compétences. Je pense que ça, la question de la compétence au sein du comité de suivi est importante. Et puis, effectivement, une certaine indépendance, malgré tout, par rapport au monument. Et donc, ça peut être la composition par des personnes qui ne sont pas justement issues de la famille, qui sont des gens qui évidemment ont un certain amour du patrimoine, ça je pense que c'est évidemment essentiel, qui ont une bonne connaissance de ce patrimoine et je pense que là aussi on a une piste pour avoir une mission qui soit crédible à l'égard des tiers et du public. Je pense que c'est très important aussi. Il y a aussi un point je pensais un petit peu. Pour les moins de 50, les entreprises de moins de 50, on peut prendre juste un représentant du personnel. Oui. Fais attention, entreprise à mission, ça implique qu'il y ait forcément une entreprise est une entreprise qui a, alors pas forcément 100 salariés ou 10 000, mais qu'il y ait des salariés. Si c'est une structure qui est portée par une personne, et alors attention, parce que je ne sais pas si Tanguy, tu voyais ton développement comme ça, mais on sait qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de structures qui fonctionnent avec peu de salariés et plutôt des consultants extérieurs. C'est plus dur de rentrer en entreprise à mission quand on n'a pas de corps d'entreprise, forcément. Donc, il faut faire attention à ça. Et entreprise à mission, moi, je suis plutôt pour... Nous, on a fait un comité de mission. On a une représentante des salariés. On a maman qui a tout créé, parce que c'est la patronne quand même. On a un type qui vient d'extérieur, qui est un ancien client à nous, qui était venu en stage adolescent mais il y a 30 ans maintenant, et qui est maintenant directeur général, délégué général de l'UNEO, d'une assurance, donc qui tourne bien. Et justement, et on a Sébastien Clerc qui est au CA de la demeure historique. Parce que justement, c'est aussi ça. Nous, c'est révéler le potentiel du patrimoine, donc on a une personne de la demeure historique.
Et c'est là que ça apporte une certaine légitimité par rapport à une cause. Voilà, une entreprise à mission, il faut une vraie cause avec un grand C. Sinon, au bout d'un moment, on va se faire lessiver. Si c'est une cause genre que le monde aille mieux et qu'on s'aime tous, bon, ça c'est les Teletubbies, mais c'est pas une vraie cause. Il faut que ça puisse se décliner. Donc moi j'avais présenté les miens, peu importe les miens, mais réfléchissez bien. Si par exemple Tanguy, toi c'est de l'accompagnement de personnes qui sont en souffrance, il faut le décliner et il ne faut pas avoir peur à offrir. Nous on a fait ça, on a offert des stages d'anglais à des personnes et c'est hyper cohérent. Et ben, il ne faut pas hésiter aussi que, un peu comme une association, il y a un volet de générosité dans une entreprise à mission. C'est aussi ça la mission, c'est offrir des trucs ou accompagner des gens ou permettre des choses qui ne seraient pas possibles si une entreprise classique avait une relation contractuelle avec un client. C'est là qu'effectivement, sur l'objet social et sur l'objet légal de la structure, il y a un rapprochement à faire, je pense, entre les entreprises de l'ESS et la société à mission. Pour les entreprises de l'ESS, il faut un but qui soit autre que le seul partage des bénéfices. C'est-à-dire que, évidemment, l'idée, c'est que l'on peut faire des bénéfices et on peut les partager entre les associés, mais il n'y a pas que cela, effectivement, dans l'objet de la société. Et donc, c'est une structure qui permet, effectivement, d'être généreuse et en tout cas, c'est directement inscrit dans l'objet légal de la structure pour l'ESS. Et on peut très bien imaginer, dans le cadre de la mission, d'intégrer aussi cette générosité. Je pense que le fait de l'inscrire dans la mission, c'est le fait de l'inscrire dans les statuts et donc de rendre ça obligatoire. Ça oblige, mais ça oblige, je dirais, dans le bon sens. Et donc, effectivement, c'est pas juste je suis un bisounours, mais je suis peut-être un bisounours, mais qui fait du bien aux autres de manière très concrète. Donc ça, effectivement, je pense que cette générosité, elle peut être inscrite directement dans la raison d'être. Est-ce que d'autres personnes qui sont plus en réflexion, je ne sais pas, Olivia ou Christophe, Erwan, est-ce que vous avez qu'est-ce qui… Thibaut, il y avait juste une question de Christophe. Alors, non, Château des Landes. C'est un paradoxe, on n'est ni classé ni inscrit. Ce qui nous permet de profiter à 100% du modèle que je qualifierais d'entrepreneurial. Et c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste comme ça. Nous, on est vraiment une entreprise dans des locaux. On n'a aucun impact de l'ABF, etc. Après, naturellement, on fait attention, ça va de soi. Même si la Fondation du patrimoine m'a dit que le gris anthracite de mes fenêtres est scandaleux, comme quoi. Mais sinon, au-delà de ça, non, nous, on n'est ni classé ni inscrit. Et d'ailleurs, Armel, je pose la question parce que l'enjeu n'est pas de forcer, c'est juste d'avoir… L'objectif, c'est d'avoir des choix devant nous et après d'être en mesure de les prendre ou pas. Est-ce qu'on peut se déclasser ? Est-ce qu'un monument, à un moment précis, peut dire, voilà, on souhaite sortir de ce fonctionnement ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est pas possible ? Théoriquement, oui. Tu peux faire une demande de déprotection, enfin, soit de désinscription, soit de déclassement. Après, il faut savoir qu'autant l'inscription nécessite, que l'inscription ne nécessite pas l'accord du propriétaire. Donc, même si on demande une désinscription, l'État peut considérer qu'en fait, ça reste une mesure nécessaire et donc finalement que la désinscription ne donne pas, n'est pas acceptée. Et puis, le déclassement, pour le coup, le classement et donc théoriquement, le déclassement nécessite l'accord du propriétaire. Mais bon, quand on est dans un classement qui est justifié, la plupart du temps, on peut supposer que l'État imposera le maintien du classement. Donc, en gros, pour répondre clairement à la question, ça existe, mais dans les faits, les cas de désinscription ou de déclassement sont extrêmement rares et sont plutôt liés à des disparitions de monuments. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est arrivé, ça fait partie des exemples qu'on cite souvent, il y a un arbre qui est classé, il prend la foudre, il n'y a plus d'arbre, et ben on déclasse, c'est tout. Clairement, les cas de désinscription ou de déclassement sont rares. Et je ne suis pas sûre, honnêtement, Thibaut, ça c'est un peu une question psychologique aussi, que ce soit un bon message, c'est-à-dire de dire je veux désinscrire ou déclasser mon monument et en même temps, je veux mettre en place une entreprise à mission autour du monument. Autant si le monument n'est pas protégé, je pense que ça s'entend, autant
je ne suis pas sûre qu'il y ait une cohérence. Mais bon, après, c'est un choix qu'on peut faire. Mais c'est une procédure qui est exactement similaire à la procédure de demande de protection. Et il ne faut pas oublier que la protection, ce sont des contraintes, mais c'est aussi un certain nombre d'avantages. Alors, les avantages fiscaux dont on a parlé, mais surtout l'avantage de la protection des abords. Et on a quand même un certain nombre d'entre vous qui êtes menacés alors, par des projets lotissement ou autres dans les abords de leurs monuments ou par des projets éoliens. Quand on n'a pas de protection au titre des monuments historiques, se battre contre un projet éolien, on va dire, c'est pas facile, mais c'est encore plus dur que quand il y a une protection au titre des monuments historiques. Donc c'est pareil, c'est un choix, effectivement, comme disait Thibault. Donc, sans parler de la question de la déprotection, on va dire, mais la question de la protection, c'est-à-dire dans l'hypothèse comme la tienne, Thibault, où on n'est pas encore protégé, la réflexion de savoir si ça vaut le coup d'être protégé doit tenir compte évidemment des contraintes, mais aussi des avantages de la protection, parce que heureusement, il n'y a pas que des contraintes, même s'il y en a beaucoup. Oui, bien sûr, ouais. Ouais. Et donc, voilà, chacun est libre de voir un peu ce qui est le monument. Est-ce que d'autres, je ne sais pas, Marguerite, est-ce que toi, tu t'avais dit que dans la famille, déjà, rédiger les statuts, ça avait été un gros dossier et que tu ne voulais pas remettre le couvert prochainement? Oui, voilà, on vient de faire des modifications de statut. Nous, je pense que, alors, en fait, au Château de Canon, c'est collectif. Donc, il y a 9 associés. Et du coup, c'est le genre de démarche qui, forcément, comme un peu tout, prendra plus de temps parce que il faut un engagement de chacun, en fait. Voilà, il faut que, collectivement, ce soit considéré comme une priorité. Donc voilà, c'est très intéressant. Moi, je trouve que de voir comment ça marche, de voir aussi des exemples de réussite. Et puis, je pense qu'il y a plein d'effets secondaires positifs. Enfin, j'imagine que Thibault, par exemple, toi, ton équipe est peut-être sensible aussi à cette démarche au niveau des personnes avec qui on travaille, donc des partenaires proches. C'est prouver aussi c'est notre façon de dire notre engagement. Je pense que c'est un message qui peut s'exprimer comme ça par ce statut. Et je pense que aussi vis-à-vis des collaborateurs directs, donc des salariés de l'entreprise, des jeunes qu'on peut potentiellement embaucher, j'imagine que c'est aussi une façon de les impliquer et que ça doit être très intéressant à cet égard. Je ne sais pas si tu as constaté ça, toi, Thibault, dans ton équipe. Si, d'ailleurs, le fait qu'on ait une salariée qui soit représentante de l'équipe au sein du comité de mission est aussi un élément d'engagement et de réflexion sur le long terme. Les gens se positionnent avec nous, ça apporte une légitimité managériale et après ils le ressentent au quotidien parce que ici, bon, vous comprenez, là, on est dans un monument, donc ils le sentent. Hein. Mais alors, par contre, là où on n'en a pas trop parlé, effectivement, et tout de suite un petit peu abordé, dans les problématiques actuelles de recrutement avec cette génération qui veut du sens, qui veut de vrais projets, etc., il faut les payer correctement, il faut que ça fonctionne, etc. Mais ça a un certain impact aussi parce que c'est quand même plus intéressant de travailler dans la démarche de sauvegarder un monument que dans une boîte qui vaut des cotons-tiges, hein, par exemple. Oui, on a passé des entretiens là et il y a 2 candidats qui m'ont demandé à la fin où on en était de la démarche RSE et tout ça. Ça m'a fait rire, mais en effet, il y a un intérêt, oui, des jeunes qu'on recrute. Donc, Mais je pense qu'effectivement, typiquement, les monuments sont inscrits naturellement dans une démarche RSE. C'est-à-dire que évidemment l'environnement du monument est essentiel. Alors Armelle a précisé la protection effectivement par la protection des abords, par la protection du monument historique, mais c'est vrai que ça se fait naturellement et même sans cette protection. Donc déjà l'environnement, je pense, est très présent dans votre démarche au quotidien. Et puis effectivement cette idée du temps et du temps long que représente le monument, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une rentabilité à court terme, il y a un objet à long terme et ça, je pense que c'est vraiment un atout que vous avez par rapport à ce type de structure. Le seul souci,
Voilà, c'est très très bien, mais c'est vrai que ça donne encore plus de travail puisque donc il faut faire cette démarche tous les ans de montrer à quoi ça a servi et ce qu'on a fait. Donc comme nous on est quand même un petit peu débordés encore. C'est vrai que c'est aussi une histoire pour le recrutement, c'est peut-être bien. Je pense que ça c'est un plus aussi parce que ça nous permet, en effet, ça doit aider pour le recrutement, je pense. J'espère. Alors sur les OTI et le contrôle qui est fait de manière régulière, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de recul. Alors, je ne sais pas si c'est 12 ou 18 mois. C'est 18 mois le temps des visites. Mais je pense que comme c'est un travail tout au long de l'année qui est fait, c'est simplement qu'à un moment donné, il faut expliquer sa démarche. Et je ne suis pas certaine que ça soit finalement si lourd que ça. Alors, il va falloir voir effectivement comment travaillent les OTI concrètement. Est-ce qu'ils vont vraiment adapter leur contrôle au type de structure? Parce qu'on imagine évidemment qu'un OTI ne va pas travailler du tout de la même manière pour Danone et pour un monument qui emploie 3, 4, 5 salariés. Évidemment, on n'est pas du tout dans la même démarche. Donc, je pense que si la démarche est sincère, si la démarche est quotidienne, effectivement, avec ce comité de suivi qui fonctionne normalement, avec des actions qui sont menées, avec un respect quotidien de la mission, je ne suis pas certaine que ça soit si lourd que ça. Alors, j'avais une crainte, moi, sur le coût de la chose, mais on a été rassurés par un certain nombre d'adhérents qui ont évoqué des coûts. Alors, j'ai entendu différents coûts possibles. On est entre 400 et 2000 euros sur les différents exemples qu'on nous a donnés. Et je pense que, moi, étant rassurée sur le coup, je me dis que finalement, la démarche, quand on voit l'arrêté et le décret du 27 mai 2021, je pense que c'est tout à fait envisageable puisque il faut que l'OTI donc examine l'ensemble des documents qui sont utiles à la formation de son avis, qu'il interroge le comité de mission ou le référent sur son appréciation de l'exécution ou des objectifs, interroger l'organe en charge de la gestion de la société pour voir comment elle les met en œuvre, ces objectifs, s'informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs de suivi, mais les indicateurs de suivi, je pense qu'ils seront assez naturels là aussi. Et puis, l'OTI va soumettre une conclusion motivée à partir de tous ces éléments. Donc, ça me semble tout à fait gérable. Et le fait que ça soit tous les 18 mois et déjà pas tous les ans, c'est déjà, ça rallonge quand même un petit peu ce temps. Et je crois que si la démarche est sincère et quotidienne, finalement, c'est simplement rendre compte à un moment donné. Mais ce ne sera pas nécessairement, je ne pense pas qu'il faille répondre nécessairement à des dizaines et des dizaines de pages de dossiers, etc. C'est tout simplement des documents synthétiques qui reprennent les missions. C'était justement ça. On n'a pas votre ma question. Justement, c'était ça le but de ma question, c'est de savoir ce que ça représentait comme travail par derrière, en plus. Moi, le rapport de mission que j'ai envoyé cette année, c'est 3 pages. Hein. Ah oui, d'accord. Ça va. Hein. Et en resituant la mission, le machin. Après, c'est toujours pareil. Ils vont aller tondre un Yves Rocher. Ils vont pas aller tondre un petit château des Langues ou un machin. C'est à nous d'être intelligents. Il faut aussi penser qu'on a quand même ce luxe, c'est qu'on a tous des contenants. Donc, il y a des choses qui coûtent de l'argent. Et offrir une soirée ou une journée de séminaire ou je sais pas quoi à des personnes dans nos monuments, voilà, le geste est là et pour nos finances, c'est quand même relativement marginal. Donc, voilà, il faut utiliser nos atouts. Et nous, l'atout, c'est qu'on a des contenants qui peuvent servir à accueillir différents événements, etc., gratuitement. Et ça ne nous impacte pas trop sur nos finances parce qu'on sait que nous c'est le cash, notre problème de tous. Ouais. Thibaut, tu as évoqué tout à l'heure les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Comment est-ce que ça fonctionne, ce groupe des entreprises à mission sur LinkedIn? Est-ce que c'est très informel? Est-ce qu'il y a une entraide? Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce qu'il y a un projet? En interne, alors attention, c'est payant. Et de vous à moi, ça ne le vaut pas forcément. Il y a un Slack. Donc un Slack, c'est un outil d'échange collaboratif, un peu comme une workplace, un petit workplace, on va dire. Oui, ils travaillent dessus.
oui, il y a des échanges. Après, on pense à ça. Il y a tous les consultants qui transforment en entreprise à mission qui sont là pour dire il faut qu'on parle de nous, il faut qu'on parle de nous, il faut qu'on parle de nous et que tout le monde soit entreprise à mission parce que c'est un peu leur beurre quand même, il faut le dire. Et donc, eux, ils sont très motivés. Mais la majorité des entreprises qui sont comme la mienne et qui bossent, ils veulent pas forcément. C'est pas leur cœur de métier. Ils ont un cœur de métier et à côté de ça, ils se sont donné une mission. Et c'est un petit peu différent. Donc, ça pousse pas tant que ça. Ils ont un peu tendance à essayer de couper un cheveu en 4 aussi. De réfléchir à la mission. Il faut former tous les collaborateurs à la mission. Alors, ça fait des prestations en plus à vendre, donc c'est quand même pas mal. Et donc, enfin bref, c'est un peu les effets de bord de toutes ces démarches où il y a des gens qui vivent un peu dessus. Bon, bref. Je ne suis pas convaincue qu'il faille nécessairement passer par un consultant pour rédiger la mission. Alors, c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur, peut-être, mais je pense que la personne la plus compétente pour rédiger cette mission, ça reste le propriétaire du monument, ça reste celui qui va effectivement réaliser l'activité au cœur du monument. Je pense que vous connaissez très bien vos monuments, vous connaissez très bien le contexte local, le contexte entrepreneurial. Je ne suis pas certaine que ça nécessite de passer par un consultant qui risque de mettre les choses en musique, alors de manière peut-être très jolie, mais peut-être de manière aussi moins sincère que ce que vous pourriez faire vous. Donc sur ce terrain-là et sur la question du coût du consultant, je ne sais pas dans quelle mesure ce coût est absolument indispensable. Ça, c'est une vraie réflexion. Il me semble que vous êtes les plus, oui, à mon sens, les plus compétents et les plus directement impliqués et donc vraiment au cœur de la mission à créer. Alors, je pense que c'est les premiers qui vont essuyer les plâtres. Vous voyez, moi, j'ai payé un consultant. Bon, j'ai beaucoup réduit les horaires. Vous regarderez sur la workplace, on a quand même écrasé le budget. Mais en attendant, maintenant que nous, moi, j'ai mis mes statuts sur la workplace, vous tapez entreprise à mission et vous les aurez. Igor les avait demandé. Donc, vous aurez une rédaction, en fait. Et après, naturellement, vous déclinerez sur vos usages parce qu'on n'a pas exactement les mêmes choses. Mais je pense que les premiers payent un petit peu et puis ils font qu'après, le savoir-faire se transmette de façon gratuite, effectivement, entre différents membres. Là où il faut bien réfléchir, c'est ce qu'on disait au début. Qu'est-ce qui nous rend spécifique? C'est justement ce fameux Brice Rocher qui disait si votre concurrent il a la même mission que vous, c'est pas une mission. Un boulanger qui veut faire du bon pain comme mission, bah non, c'est son métier, c'est pas pareil. Et un boulanger qui dit moi je veux par exemple faire travailler mon territoire. Donc ça veut dire que tous mes produits viennent à moins de 30 km, que machin bidule, que je produis de l'électricité en local, que ça c'est une mission, parce que c'est en plus de son métier. Et c'est là, il est là le paradoxe où il faut vraiment réussir à ciseler une mission, etc. La juste raison d'être. Pardon ? J'ai la juste raison d'être. Après, Olivia, vous avez la raison d'être qui se décline en engagement. Donc, nous, par exemple, on a mis en 4e engagement, on a mis participer à toute action qui contribue à la sauvegarde du patrimoine. Ce qui nous permet, vous voyez, de pouvoir aussi, si demain il y a un projet intéressant porté par des jeunes qu'il faut accompagner, bah écoutez, on peut. Donc il y a des choses qui sont très précises et des choses qui vous donnent la liberté de faire des choses. Ouais. C'est un peu comme les statuts d'entreprise. Je pense que si vous faites un bail commercial, vous allez mettre que vous faites tout en bail commercial. Comme ça, vous n'êtes pas limité demain pour accueillir un tournage ou pour un autre truc auquel vous n'aurez peut-être pas pensé. Alors, sur la rédaction du bail commercial, je dirais de faire quand même relativement attention à ce qu'on met dedans parce que, alors, tant que tout va bien dans l'entreprise, il n'y a pas de difficulté, mais le jour où le bail est cédé, ça peut entraîner des difficultés et avoir quelqu'un qui bénéficie de ce bail et qui peut faire à peu près tout dans le monument. Donc, il faut vraiment essayer d'arriver à avoir une conciliation dans la rédaction de l'objet du bail, sachant que le bail peut être, dans un certain nombre de circonstances, déspécialisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut, en cours d'exécution du bail, modifier
ce qu'on peut faire dans le bail. Donc, à partir du moment où il y a identité des parties de part et d'autre, il n'y a pas de difficulté pour déspécialiser le bail si c'est nécessaire. Donc, moi, je serais un petit peu à essayer de rédiger un bail avec une clause d'objet limité, enfin, qui décline effectivement les possibilités, mais sans aller trop loin non plus. Mais ça, c'est très personnel. Oui, visiblement, il y a une question sur la SASU qui pourrait... alors, j'essaie de reprendre le fil des questions. Une SASU serait éligible même sans salarié. Oui, il n'y a pas de condition de salarié à la fois dans l'article 1835 et dans l'article L210-10. Il n'est pas question, effectivement, du nombre de salariés. Donc, à partir du moment où ça n'est pas évoqué, la question ne se pose pas en fait. Avec salarié ou sans salarié, ça peut tout à fait fonctionner. Alors peut-être pour préciser sur les SASU, parce que je pense que ça peut vous concerner tous dans la mesure où vous n'êtes pas des entreprises de 5, 6, 10, 20 actionnaires. La SAS unipersonnelle est très adaptée à votre modèle. Parce qu'elle est à la fois commerciale, donc avec toute la possibilité de faire du commerce, donc ce qui va permettre d'exploiter le bien, le château ou autre. Et puis en même temps, c'est très très flexible. Et encore une fois, et j'y insiste, en matière de gouvernance, ça distingue le patrimoine personnel, du patrimoine familial, du patrimoine social. Et c'est très très souple comme en termes de régime, c'est beaucoup plus souple qu'une SAS classique, puisque bien sûr, il n'y a qu'un seul associé. Et il n'y a pas besoin de salariés, et il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est un reporting extrêmement souple. La seule chose, c'est effectivement d'avoir une raison d'être bien définie. Mais finalement, si c'est le seul travail, il me semble qu'il y a un coup d'entrée sur la définition de la raison d'être et des critères de suivi. Mais après ça, c'est pérenne dans la durée. Et par la liberté contractuelle dans la SAS, on peut très bien réintroduire de l'intuitu personnel. Et ça, cet intuitu personnel, il est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre une clause qui précise que le dirigeant sera nécessairement le membre de telle ou telle famille. Ça peut tout à fait être envisageable. Donc, on peut mettre aussi des conditions relatives à l'agrément. C'est-à-dire pour l'entrée d'associés, de nouveaux associés, on peut restreindre le champ, mettre un contrôle de manière assez précise. Donc, on peut vraiment rédiger des statuts de manière très cohérente par rapport à ce monument qui est utilisé ou exploité ou dans lequel on va exploiter l'activité. Et d'une manière générale, pour revenir à la question de Tanguy, sur la question de la transmission, on transmet des parts sociales et on peut mettre des clauses statutaires ou des pactes d'actionnaires extrêmement limités, c'est-à-dire on dit la personne, je transmets mes parts à telle ou telle personne, la société, il y aura un agrément au moment de la transmission ou de la cession, etc. Donc il y a des clauses qui peuvent fermer très largement la société au moment de la succession ou de la transmission. Et on peut mettre des clauses d'inaliénabilité aussi. Dans les SAS. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Parce qu'il est déjà 11h15, on va battre des records là. J'ai une question complémentaire, je suis en train de regarder, c'est en marge, mais ça concerne l'ESUS, l'agrément ESUS. Il y a une clause que vous nous avez indiquée, prouver que la recherche d'utilité sociale a un impact soit sur le compte de résultat, soit sur la rentabilité de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le chiffre d'affaires provienne de l'activité à vocation d'utilité sociale, ou ça veut dire qu'il ne faut pas développer trop de chiffre d'affaires? Je ne sais pas dans quel sens lire cette condition, prouver que la recherche d'utilité sociale a un impact soit sur le compte de résultat, soit sur la rentabilité. Ça fait partie des 4 critères que vous nous avez indiqués au début. Alors, je suis en train de reprendre la slide, je vais peut-être la mettre en grand, si c'est possible. Vous la voyez là? Non, pardon. Je n'ai pas fait ça comme il fallait. Hop. Je vais y arriver. Et voilà. Donc, c'est à partir de cette diapositive, c'est ça, c'est le troisièmement? Non, c'est le deuxièmement.
La charge induite. C'est le deuxièmement. La charge, ah oui, pardon, la charge induite par l'objectivité, un impact significatif au compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise. Ouais, l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, on met des moyens au profit de cette utilité sociale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste affichée. Et c'est peut-être ça la différence importante avec la raison d'être, c'est que ça n'est pas simplement un affichage, mais c'est véritablement une utilité, un objectif pour lequel on met des moyens et des moyens de manière significative. Je pense que c'est ça la principale idée de cette condition. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est plus clair comme ça, merci. Est-ce qu'il faut finalement que la rentabilité de l'entreprise soit positive ou négative du fait de ça? Alors, l'idée, c'est que, en fait, normalement, alors, on est dans le cadre, l'agrément ici, il peut être donné à un groupement à but lucratif ou à but non lucratif. Donc, on est dans un agrément qui est envisagé de manière générale pour deux types d'objets légaux qui sont très, très différents. Si on est dans le cadre d'une entreprise avec une logique de rentabilité, c'est-à-dire dont l'objet est de ou faire des économies ou faire des bénéfices, l'idée c'est qu'a priori on ne fasse pas de perte. La perte n'est pas normale dans ce cadre-là. La perte peut être tout à fait normale dans le cadre d'une association ou d'une fondation qui, elle, n'a pas vocation à faire des bénéfices. Ici, malgré tout, ça reste l'idée. Et pour ce qui est de cette économie sociale et solidaire, l'idée, c'est on peut faire des bénéfices, mais ce n'est pas l'unique recherche qui est faite. Mais en même temps, ce n'est pas faire des pertes nécessairement, parce que dans ce cas-là, l'entreprise ne sera pas viable à long terme. Je pense qu'on peut prendre l'exemple de Thibaut. La formation, quelle est la part et le quota de formation dédié aux personnes que vous accueillez à ce titre, hein. Si j'ai bien compris, vous offrez des formations en anglais. Quelle est la charge? Quelles sont les charges auxquelles correspond cette formation en termes d'enseignants, de locaux, de chauffage, etc., etc. Et ça, c'est une charge, c'est un impact. Et donc, ça vient en charge pour votre comptabilité, mais c'est un impact positif pour la mission. Voilà. Moi, c'est comme ça que je comprends la balance entre charge et impact positif ou négatif. Je pense, comment dire, la chance, c'est que... Crooner, là. Elvis is back. La chance, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, étant des petites structures, le fait moi, je vais juste dire, voilà, on a invité 8 personnes à faire une immersion linguistique chez nous, etc. Et un auditeur ne va pas venir gratter. Je pense qu'un Yves Rocher, avec son levier de back-office, d'administratif, etc., on va lui demander qu'est-ce que ça vous a coûté, quels ont été les investissements, et on va attendre de lui des vrais chiffres. Nous, à nos petites échelles, voilà, on a invité 8 personnes à faire une immersion, on a pris en charge ça gratuitement, ça passe. Et voilà, vous connaissez tous la loi des 80-20, j'imagine. Pareto. Voilà, exactement. Bon, en gros, il vous faut 20% d'énergie pour faire 80% du résultat. Et quand on aime bien finir les choses, il vous faudra les 80 autres % d'énergie pour les 20% de finition. Et nous qui sommes par définition tous des généralistes dans nos châteaux, on est un peu contraints de faire des choses à 20%. On n'a que 20% sur chaque sujet à mettre. On ne peut pas être expert en communication, on ne peut pas être expert en accueil, on ne peut pas être expert en logistique, on ne peut pas être expert en entretien de monuments. Donc c'est plutôt vers ça qu'on tend. Et c'est là où pour moi l'entreprise à mission est plus intéressante que l'ESS, qui quand même a un degré d'investissement structurel et administratif qui est plus poussé, parce que c'est déclaratif. Mais par contre, il faut assurer que derrière, ces déclarations sont suivies et sont respectées. On va pas tarder à conclure. En tout cas, merci beaucoup en tout cas à vous deux pour cet apport dans cette séquence inspirante. Et je sais que l'administratif n'est pas souvent inspirant. C'est très intéressant. Si certains le veulent, Tanguy, Olivia, Christophe, n'hésitez pas à nous le dire et on peut peut-être monter un groupe sur la workplace pour que les gens puissent continuer à échanger à ce sujet-là. Alors Camille sera présente, elle n'a pas l'expertise, ce qui est normal, mais voilà, c'est pas l'objectif des audacieux, c'est pas de faire le job pour vous, mais par contre, si ensemble vous pouvez échanger pour améliorer et être plus performant et vous challenger aussi sur votre mission, parce que je sais que
il y a des consultants qui proposent de challenger la mission. Donc, vous payez pour être sûr que vous avez la bonne mission. Ouais. Ils sont fantastiques, ces gens-là. Il faut leur donner l'environnement comme thématique à digérer. Ils vont nous sauver le monde. En attendant, donc n'hésitez pas. Ouais. Et puis, la prochaine conférence inspirante est le mois prochain. Et on n'a pas encore défini ce que c'était. Donc, on est un peu en retard, Camille. Il va falloir qu'on s'excite. Normalement, c'est oui, non? Et oui, on n'a pas défini la date. On aura une intervention de Will qui chapeaute donc NextGen, qui est un peu le groupe des audacieux en gros au niveau européen et qui essaie de faire des liens entre les différents pays, à la fois pour les bonnes pratiques, un peu comme ce qu'on fait au sein des audacieux, mais également pour profiter de ces chères subventions européennes. Là, j'ai vu un appel à projet européen. Il fallait 80 sites sur 3 pays pour candidater. Ça commence à être un peu de ramdam. Hein. Mais en attendant, vu que c'est des budgets que très peu de personnes peuvent toucher, parce que 86 sur 3 pays, c'est assez compliqué, si on apprend à se structurer au niveau français et européen, alors là, on rachète Versailles. C'est parti. Bref, merci pour votre attention à tous. Merci beaucoup, hein, c'était très intéressant. Ouais, merci, c'est super. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. À bientôt.